L'IA rend vos enfants idiots. Vrai ou faux? Ethan Mollick, un professeur dans une école de commerce en Pennsylvanie aux États-Unis, a testé dans sa classe. Le résultat va être étonnant. C'est vraiment tout le contraire de ce que vous pouvez penser. Dans son livre, Mollick raconte quelque chose de vraiment d'effrayant. Ses étudiants ne lèvent plus la main pour poser des questions. Zéro question. Et vous savez pourquoi? Ils ont peur. Peur que l'IA les remplace dans leur futur job. Et ça, c'est exactement ce qui va arriver à vos enfants si vous ne faites rien. Je vais vous montrer 3 points essentiels. Première chose, les 4 règles que Monique vous présente pour que finalement vos enfants soient plus intelligents au lieu d'être plus bêtes. C'est vraiment totalement contre-intuitif. Deuxième chose, l'erreur mortelle que font 90% des parents avec l'IA et comment l'éviter vraiment à appliquer dès ce soir. Et troisième point, finalement une méthode assez personnelle que j'ai appliquée à mon fils de 15 ans. C'est 10 minutes par soir et avec des résultats en quelques semaines. Avant d'aller dans le fond de la vidéo, je vous remercie beaucoup de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. J'ai vraiment besoin de vous pour booster ma chaîne. Je passe du temps, je mets du cœur, c'est vraiment une passion pour moi. Donc je compte vraiment sur votre soutien pour cliquer, partager, vous abonner. Attaquons le vif du sujet avec les 4 règles de Monique. Donc, alors, première chose, Ethan Monique a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Il a utilisé l'IA en vrai dans ses cours à l'université de Wharton pendant 2 ans. Pas de théorie, que de la pratique, et il a découvert ces 4 règles essentielles. Première règle, c'est l'IA comme tuteur, pas comme copieur. C'est une reformulation de son titre où il indique principe numéro 1, toujours inviter l'IA à sa table. Donc, cette règle, c'est quoi concrètement? Donc, l'IA doit être effectivement un tuteur, pas un faiseur de devoirs. Et attention, 90% des parents peuvent aussi faire l'erreur par facilité. S'ils laissent leurs enfants copier-coller les réponses de ChatGPT, erreur fatale et comme on dit en informatique, erreur 404. Molik dit, au lieu d'utiliser ChatGPT de façon basique et en demandant par exemple à ChatGPT de faire le devoir de maths, votre enfant doit reformuler et dire ChatGPT, explique-moi comment résoudre ce problème. C'est une formulation autrement plus pédagogique. Vous voyez la différence? Eh bien, l'un copie et l'autre apprend. Deuxième règle de Monique, c'est poser les bonnes questions. Donc dans son livre, il appelle ça tout simplement principe numéro 2, être l'humain dans la boucle. C'est une jolie métaphore. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ChatGPT peut se tromper. En fait, il peut même se tromper souvent, faut être honnête. Mais Monique appelle ça des hallucinations. C'est aussi le terme technique qu'on trouve souvent. L'IA peut inventer des trucs qui ont l'air vrais, mais qui sont en fait faux. Donc, un exemple, un de ses étudiants, un Monique, a demandé des sources pour un travail. ChatGPT a inventé 3 articles qui n'existaient pas. Imaginez si votre enfant rend ça comme devoir. Carton assuré. Donc, la règle est simple, il s'agit de toujours vérifier. Alors, sur Google, un moteur de recherche traditionnel, donc hors IA, dans un livre, ou demander tout simplement au prof. Le prof est là. Il faut lui demander, et même à vous en tant que parent. Donc ça, c'est vraiment essentiel. L'IA l'aide, mais elle ne remplace pas le cerveau. Ça ne dispense pas de réfléchir. Et justement, c'est l'effort indispensable à faire avec cette règle numéro 2. Le principe tel que formulé dans le livre, c'est considérer l'IA comme une personne, mais en lui disant quelle sorte de personne elle est. Et c'est vraiment un point aussi très important. Non seulement il faut effectivement poser la bonne question, c'est vraiment, je pense, quelque chose de base qu'on devrait penser naturellement, mais c'est de préciser aussi dans quel pôle l'IA doit se glisser. Et ça va vraiment influer
la qualité des réponses générées par les IA. Il faut être précis dans sa demande et vraiment se mettre dans la peau de celui qui doit donner la meilleure réponse. Concrètement, prenons une formulation simple. Donc je pose une «mauvaise question» entre guillemets, c'est par exemple: «Explique-moi la Révolution française». C'est très basique, insipide. Vous êtes sûr d'avoir une réponse, vraiment fade et à côté de la plaque et qui ne répond pas peut-être aux besoins de votre enfant. Donc la bonne question, selon Monique, serait: «Explique-moi en 3 points simples pourquoi Louis XVI a été guillotiné comme si j'avais 15 ans». Voilà, donc on donne un contexte, on personnalise finalement la question avec le contexte d'âge d'un enfant. Donc ça, c'est très important. Et là, vous voyez, ce sera tout de suite beaucoup plus précis. Quatrième règle, c'est l'IA pour accélérer, pas pour remplacer. Aussi, un point fondamental. Donc, dans le livre, c'est le principe numéro 4, c'est supposer qu'il s'agit de la pire IA que l'on puisse utiliser. Alors, personnellement, je trouve que le titre de son principe dans le livre n'est pas terrible, c'est pour ça que je l'ai reformulé autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'IA est un accélérateur d'apprentissage. L'IA va évoluer en permanence. On le voit avec ChatGPT 5 qui est sorti cet été et la 5.1 qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Donc tout va très vite. En quelques mois, tout peut changer. Toutes les IA peuvent vraiment progresser et encore dépasser les connaissances humaines encore plus vite et plus loin. Donc Molik dit que ses meilleurs étudiants utilisent l'IA pour aller 3 fois plus vite. Alors 3 fois, X fois, peu importe le facteur multiplicateur. Mais en tout cas, c'est vraiment important de dire que c'est vraiment ce rôle d'accélérateur. Mais c'est surtout que les étudiants qui l'utilisent, pour lui, ils doivent savoir comment ils l'utilisent et toujours ce qu'ils font. Ils doivent être en maîtrise. Donc c'est un accélérateur, mais pas quelque chose sur lequel les étudiants doivent être dépendants. Donc, par exemple, Monique dit qu'un étudiant devait écrire un essai. Il a utilisé ChatGPT pour structurer ses idées en 5 minutes au lieu de 30 minutes. Bah là, le rapport 30 et 5, donc 6 fois quand même plus rapide. Mais l'écriture, la réflexion, l'analyse, eh ben, ça doit rester quand même du côté de l'étudiant. Et c'était l'étudiant à 100%. Il n'a pas demandé à ChatGPT d'aller plus loin. Il aurait pu, mais l'IA a été juste un moyen accéléré de passer la première phase de brainstorming. Récapitulons les 4 points de Monique. Donc, premier point, tuteur, mais pas copieur. Deuxième point, toujours vérifier. Troisième point, poser des questions précises. Et quatrième point, accélérer, mais pas remplacer. Et maintenant, je vais traiter l'erreur que tout le monde peut faire. Parlons maintenant de l'erreur mortelle des parents sur le sujet de l'IA. Alors voilà l'erreur. Vous interdisez l'IA à vos enfants par peur qu'ils deviennent bêtes, dépendants, etc. pour n'importe quelle raison. Ou au pire, vous laissez les enfants l'utiliser sans supervision. Les 2 points sont vraiment une catastrophe intersidérale. Monique a déjà fait une étude. 68% des étudiants utilisent ChatGPT en cachette. Donc, vos enfants l'utilisent déjà? Eh ben, la question n'est pas est-ce qu'ils utilisent l'IA, c'est déjà fait. Mais est-ce qu'ils l'utilisent bien? Et c'est ça, la question essentielle. Donc si vous interdisez, ben, vos enfants vont utiliser l'IA en cachette. Ben, ils sont pas fous quand même. Ils savent très bien que ça peut les aider, voire faciliter ou remplacer leurs efforts. Eh ben, mais ils le font mal, sans méthode. Résultat, ils copient, ils comprennent rien, leur note baisse et dans 5 ans, ils seront surtout largués face aux autres qui maîtrisent l'IA. Rappelez-vous, regardez ma vidéo sur Laurent Alexandre, c'est un peu indirectement ce qu'il dit aussi. Ce n'est pas l'IA un outil qui doit générer des feignasses. Non. Et Monique aussi le défend très bien avec ses propres mots. Et si vous laissez sans encadrement, bah c'est pareil finalement. Ils vont copier-coller. L'IA va faire leurs devoirs et au bac et en études sup, ils vont être
allez, je vais utiliser un mot fort, comme des cons, et vont s'effondrer parce qu'ils n'auront rien appris. Et ils seront surtout éligibles à être remplaçables par une IA systématiquement. Donc, quelle est la solution? Monique a une réponse très simple et fait une analogie que j'aime bien. C'est finalement l'IA est comme une voiture. Vous n'interdisez pas la voiture à vos enfants, vous leur apprenez à conduire. Et bien là, c'est totalement pareil. Donc il y a 3 piliers pour l'encadrement. Premier pilier, la transparence. Dites à vos enfants, tu peux utiliser l'IA, mais tu me montres comment tu l'utilises. Donc pas de cachotterie et finalement une responsabilisation. Deuxième point, c'est la supervision. Les premières fois, vous restez à côté de vos enfants. Vous voyez les questions qu'ils posent et les réponses qu'ils obtiennent. Donc ça, vous co-construisez finalement la façon dont ils l'utilisent. Troisième point, que j'ai un peu indirectement soulevé via le point de la transparence, c'est la responsabilisation, mais là de manière explicite. Donc c'est, vous dites à votre enfant, si tu copies sans comprendre, tu arrêtes l'IA pendant une semaine. Simple et clair. Donc direct, soyez cash. Et là, il va bien comprendre que finalement, il va devoir se passer d'un outil sur lequel finalement, il a commencé à accrocher un peu. Donc là, si vous lui mettez des limites, c'est quand même mettre des limites, et bien là, vous allez avoir un effet très positif. Et avec mon fils de 15 ans, c'est exactement ces piliers d'encadrement que j'essaye d'appliquer au mieux. Donc je fais ça tous les soirs, 10 minutes. On utilise ChatGPT ensemble tous les soirs pour ses devoirs. Et vous savez quoi? Finalement, ses notes ont augmenté et surtout, il comprend mieux parce que je l'ai encadré et je l'accompagne. Et justement, ce troisième point, il me tient à cœur parce que je vais vous montrer exactement ma méthode, étape par étape, et vous allez pouvoir la copier et même plutôt la personnaliser pour votre cas personnel avec votre enfant. Première étape, le rituel du soir. Il s'agit vraiment de créer ce rituel tous les soirs, même heure, même endroit. Par exemple, 18h30 à la table de la cuisine, votre enfant prend ses devoirs et vous êtes à côté avec ChatGPT ouvert. Et vous pouvez demander sur quel devoir tu bloques et il vous dit les équations du second degré par exemple. Et vous dites OK, on va demander à ChatGPT de t'expliquer mais pas de résoudre. Et là, petit tips au passage, vous pouvez utiliser le mode étudier de ChatGPT que j'ai expliqué aussi dans une autre vidéo. Et vous demandez à votre enfant de taper par exemple ChatGPT, explique-moi en 3 étapes simples comment résoudre une équation du second degré. Et c'est très important de lui faire marquer que je suis en 3e ou n'importe quelle classe, mais en tout cas de bien indiquer le niveau scolaire, c'est fondamental. Et là, ChatGPT va expliquer étape par étape. Je vous laisse faire votre propre exemple concret et mettre en commentaire comment vous avez eu cette réponse et comment votre enfant surtout l'a perçue. Mais la règle d'or de ce rituel, évidemment, c'est de rester à côté. Vous êtes aux côtés de votre enfant. Vous vérifiez qu'il comprend et qui copie bêtement et qui ne va pas directement à la solution. Deuxième étape, c'est la méthode dite Feynman. C'est simple, c'est une technique d'apprentissage que je trouve géniale. Après que ChatGPT ait expliqué, vous dites à votre enfant, maintenant, explique-moi avec tes propres mots ce que tu viens de comprendre. Et là, c'est imparable. Avec mon fils qui est en plus dyslexique, ça a été un révélateur phénoménal. Si votre enfant commence à bégayer, il hésite, ça veut dire quand même que c'est pas tout à fait acquis. Donc ça veut dire qu'il a peut-être juste copié. Ou en tout cas, vous devez inciter à recommencer, à reformuler. Et là, vous faites de manière très empirique. Donc vous voyez, en faisant reformuler votre enfant, s'il comprend. Et en tout cas, pour moi, ça a marché, cette méthode-là. Et il a eu une bonne note dans un de ses contrôles. Donc cette méthode aide vraiment votre enfant à réfléchir. L'IA devient un outil et pas une béquille. Troisième point important, le carnet de suivi. Et vous demandez à votre enfant de noter le devoir utilisé, par exemple les maths,
quelle est la question posée à ChatGPT, le niveau de compréhension selon vous, et puis surtout tout ce que ChatGPT a répondu. Donc là, pour le coup, c'est un copier-coller, mais c'est intéressant aussi de garder cette trace. Pourquoi c'est puissant d'avoir un carnet de suivi? Bah, tout simplement, c'est pour voir l'évolution. Donc, vous allez pouvoir mesurer finalement la capacité de votre enfant à utiliser de manière de plus en plus intelligente, de plus en plus adaptée l'IA, et ainsi à faire évoluer non seulement ses notes, sa compréhension des matières sur lesquelles il pose des questions, mais aussi sa capacité à formuler des questions dans l'IA. Et ça, c'est une capacité en or à développer. En quelques semaines, vous verrez des progrès très notables, une meilleure compréhension, des meilleures notes et surtout, votre enfant devient actif au lieu de passif. L'IA devient un accélérateur d'intelligence et pas un catalyseur de bêtises. Alors maintenant, répondons à la question du début. L'IA rend-elle vos enfants idiots? Vous avez bien compris que la réponse est faux. Mais attention, l'IA mal utilisée, oui, elle les rend idiots. L'IA bien utilisée, non. Elle les rend plus intelligents, plus rapides, plus autonomes, plus adaptés au nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Et tout dépend de vous, les parents. Finalement, il en va vraiment de l'avenir de vos enfants. Dans 5 ans, par exemple, vos enfants vont rentrer sur le marché du travail. Et ceux qui maîtrisent l'IA vont écraser les autres. C'est finalement la réalité. Et là, dans ce sens, Molik rejoint un peu ce que dit Laurent Alexandre dans son livre Ne faites plus d'études. Je vous incite à regarder la vidéo que j'ai faite récemment. Alors la question n'est pas est-ce que je laisse mon enfant utiliser l'IA? Non, la question c'est est-ce que je lui apprends à l'utiliser intelligemment? C'est ça la vraie question. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action et je suis impatient d'avoir vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements aussi pour m'aider à relever ces défis que constituent les IA au service de nos enfants.